Et bon mercredi tout le monde, mercredi presque midi, mercredi avant midi. Pour moi, c'est vrai que chez vous, il est 1 heure plus tôt. Donc, un petit live ce matin, ça faisait quelques jours que je ne faisais pas de live et j'avais envie de venir vous jaser ça. Donc, qu'est-ce que c'est ce live? C'est d'abord mon groupe, le programme Défi Détox que j'ai lancé qui débutait officiellement lundi matin. En fait, on a eu les ateliers de préparation, donc j'ai laissé le temps aux gens de se procurer les suppléments, les extracteurs à jus dans certains cas et tout ça. Donc, on a débuté officiellement lundi. Et vous savez que j'ai reçu 217 inscriptions dans mon programme et à chaque événement, il y a genre 150 personnes de présentes. Donc, ça va super bien, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Et ben, il y a eu des petits bugs, comme on peut s'y attendre quand tu lances un programme qui tout d'un coup prend en feu. Je l'ai lancé dans mon Santé sans censure le lundi matin, puis je donnais le premier atelier le mercredi soir, donc ça s'est fait très rapidement. Et j'étais en train de mettre en place la section membership sur mon site web, donc ça aussi qui a reçu un accueil très favorable de la part du public. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps. Et puis, j'aurais pu, si j'avais été mon moi d'avant, j'aurais pu décider de laisser tomber ou de reporter à plus tard parce que mes documents n'étaient pas tous parfaits, puis j'avais pas eu le temps de tout mettre en place avant même de lancer le programme. Donc, j'ai dû préparer comme 180 pages de documents à l'intérieur d'une semaine. C'était complètement malade, tout en continuant d'essayer d'accepter les dépôts, les virements pour le membership avec des mots de passe que les gens inventaient, dans certains cas, que j'arrivais pas à déchiffrer. Bref, ça a été pas mal intense. Et évidemment, il y a eu des petites imperfections dans le processus. Et ce matin, ça fait des jours, en fait, que je suis super excitée, super contente parce que le groupe Facebook que j'ai créé est hyper dynamique. Il y a plein de posts à tous les jours, les gens avec les photos des smoothies, de leur salade. Ce matin, il y en avait une qui montrait son extracteur à jus. Elle vient de recevoir son extracteur Oméga, son premier jus. Tu vois, il était peut-être un peu trop citronné, mais le deuxième, j'ai hâte de préférer mon deuxième. Et si vous saviez à quel point ça me fait chaud au cœur, à quel point je suis contente de voir que le programme est littéralement en train de changer le monde, en tout cas en train de changer la vie des personnes qui participent. Parce que quand on s'inscrit à des paniers bio, quand on se procure un extracteur, quand on se remet à faire de l'activité physique, etc., c'est toutes des choses qui vont avoir un impact majeur sur notre vie. Et on sait que quand on va mieux nous-mêmes, ben ça a un impact positif sur notre environnement, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Et évidemment, si on consomme plus bio, si on procède à des changements, ben d'abord, on encourage l'économie locale, mais on change aussi l'environnement parce qu'on fait des meilleurs choix pour notre santé, mais aussi pour la santé de la planète. Donc, j'ai vraiment ce sentiment d'accomplissement que, évidemment, comme naturopathe en pratique clinique depuis 24 ans, je l'ai tout le temps, mais là, de voir ça en action comme ça avec le groupe et de voir à quel point les gens sont contents, ça me rend vraiment heureuse. Puis, parallèlement à ça, ben, je lutte avec mon perfectionnisme. Tu sais, vous savez que en bon enfant adopté qui souffre de la blessure d'abandon, ben mon perfectionnisme, c'est un peu un moyen imaginaire, évidemment, inconscient, de moins en moins inconscient, mais d'essayer de me prémunir contre l'abandon parce que, évidemment, quand on performe et qu'on est parfait et qu'on fait tout ce qu'il faut au bon moment, à la bonne place, qu'on dérange le moins possible, ben on a moins de chances d'être abandonné ou moins de risque d'être abandonné, je devrais dire. Alors, j'ai souffert de perfectionnisme intense. 10 sur 10 en bonne perfectionniste. J'étais perfectionniste à la perfection. J'ai vraiment lutté, je lutte toujours avec ça, mais de moins en moins vraiment. Et ça me ramenait, tu sais, à des formations que j'ai faites et des choses comme ça. Puis je réfléchissais à quel point je suis dans la gratitude d'avoir mon perfectionnisme suffisamment sous contrôle pour ne pas m'être empêchée
de lancer le programme Défi Détox, même si j'avais pas tout préparé, tout parfait, triplement revérifier mes documents, que le son était pas parfait parce que mon studio est pas encore installé dans mon nouvel appartement, puis que j'avais pas eu le temps de trouver un caméraman ici, puis que, bon, l'atelier, je l'ai filmé comme je l'ai pu avec mon laptop sur une glacière en styrofoam, puis, tu sais, je savais pas à quel point je suis obligée d'être créative pour trouver des solutions à toutes les situations ici. Moi, je vais enlever les pantalons de ma coloc qui sont sur la corde et qui me dérangent. Donc, je suis vraiment contente parce que dans mon autre vie ou avant, je me serais privée de faire le programme parce que j'avais pas eu le temps de le faire à la perfection puis que j'étais déjà en train de lancer la serviette aussi. Une pluie d'épingle à linge. Vive le direct. Donc, mais là, je me suis pas privée de le lancer, puis heureusement, Dieu merci, l'autre serviette, heureusement que je m'en suis pas privée parce que il y a des épingles à linge partout. Bon. Heureusement, parce que les 217 personnes qui font la cure, qui sont contentes et de qui ça va changer la vie, n'auraient pas eu la chance de se lancer dans cette aventure. Bon, je sais que c'est pas le seul programme au monde, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chers, qui sont peut-être en anglais, bon, peu importe, mais le fait que moi-même, j'avais mon perfectionnisme un petit peu sous contrôle, ça le fait que j'ai pu lancer le programme, puis là, il y a plein de gens qui en profitent. Puis dans la présentation de lundi soir, bon, j'ai rajouté des présentations parce que je recevais tellement de questions sur toutes mes pages puis sur mon courriel, ça, j'y arrivais plus. Alors, j'ai décidé de rajouter une rencontre par semaine pendant 3 semaines pour pouvoir gérer un petit peu le flot de questions. Et bon, c'est ça, il était question de justement de la perfection, que des fois, il te manque peut-être un ingrédient pour faire un jus, ou une journée, tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait, ou une journée, tu as dérapé avec le gluten. Puis j'étais comme, ouais, mais il faut pas que ça nous empêche de continuer. Puis je me rappelle mes années de diète et de régime, qui est littéralement toute ma vie. Si je faisais quelque chose qui était pas permis dans ma diète, mais c'est comme cette journée-là, je mangeais du n'importe quoi ou je faisais du n'importe quoi parce que je me disais, de toute façon, j'ai scrap ma journée. Puis des fois, ça devenait, j'ai scrap ma semaine, je recommencerai lundi prochain. Et donc, finalement, je pensais ma vie là-dedans en yo-yo de recommence, arrête la diète, recommence, arrête la diète. Et tout ça parce que je n'étais pas capable d'accepter que j'avais peut-être mangé une bouchée de gluten, tu sais. Donc, c'est important. Puis quelqu'un avait dit une petite phrase clé, puis j'avais dit, réécris-la dans le groupe parce que c'était magique. Puis finalement, j'ai oublié la phrase clé, la personne n'a pas écrit dans le groupe. Mais c'est quelque chose comme ça. Donc, de se donner la chance de faire quelque chose, même si on ne le fera pas à la perfection. Tu sais, que ça soit un nouveau projet, que ça soit de se mettre à la peinture, que ça soit de se mettre à l'activité physique. Même la cure dans ma vie en ce moment, c'est difficile parce que on a des problèmes d'approvisionnement comme partout ailleurs. Des fois, il y a des choses qui sont complètement hors de prix. Et là, ce que je trouve pas, c'est des épinards. Normalement, les 2 tiers de mon smoothie sont des bébés épinards bio. Et là, je trouve même pas d'épinards. Je trouve à peine de la laitue. Donc, je suis pas capable de faire mes smoothies vraiment comme je voudrais. J'ai pas pu faire de jus du tout de la journée hier. Donc, dans un autre temps, j'aurais eu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, j'aurais dit, bon, ben moi, je le fais pas parfaitement. C'est moi qui gère le groupe. Bon, évidemment, il y a quelqu'un qui se met à l'acier électrique. Chantal s'est mis à faire un live. Donc, mais maintenant, j'accepte ça. J'accepte qu'il y a une journée où j'ai pas pu faire de jus. J'ai fait un smoothie le matin. J'ai pas pu faire de jus dans le restant de la journée parce que je suis encore en train de m'installer ici. Dans mon imperfection, j'avais une facture envoyée à la radio que j'ai pas eu le temps d'envoyer hier. Puis dans un autre temps, ça m'aurait extrêmement stressé. Et donc, ça m'amenait aussi à la réflexion par rapport à des commentaires que j'ai reçus dernièrement. Parce que, vous savez, bon, je parle ouvertement de ma vie, je parle ouvertement de ma relation avec les pervers narcissiques manipulateurs parce que, comme clinicienne en pratique depuis 24 ans, travaillant surtout avec des femmes, travaillant surtout avec des problèmes en lien avec les hormones, c'est quelque chose que je vois tout le temps, que les femmes ont souffert des stress post-traumatiques en lien avec des relations passées, en lien avec des abus sexuels, en lien avec toutes sortes d'abus, des fois verbaux, parce qu'elles ont grandi avec des parents pervers narcissiques ou un père ou une mère.
Et bref, c'est une thématique dont on parle pas beaucoup au Québec. Du côté américain, moi, j'ai fait plein de formations aux États-Unis. Je viens de m'inscrire à d'autres formations en ligne, tout en lien avec la résolution de trauma, parce que dernièrement, il y a des études qui sont sorties qui ont démontré l'importance des traumatismes qu'on a vécus, par exemple, dans notre enfance, sur un paquet de maladies, entre autres beaucoup les maladies cardiovasculaires. Je vous en parlerai dans un Santé sans censure, parce que c'était pas le dos aujourd'hui. Mais donc là, les médecins conventionnels commencent à s'intéresser à toute cette question des traumatismes parce que c'est un peu comme si on pensait que les stress post-traumatiques, il y avait juste les vétérans, tu sais, les gens qui avaient été à la guerre en Irak, qui avaient vu des bombes et des morts, qui souffraient de stress post-traumatique. Mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, des enfants qui ont souffert de négligence. Tu sais, moi, j'ai été adoptée dans une famille où l'enfant qui avait été adopté avant moi a été frappé par une voiture et est décédé à l'âge de 5 ans. Donc, mes parents étaient complètement en deuil. Vous savez que dans les années 70, les gens n'allaient pas nécessairement en thérapie et tout ça. Et, en tout cas, surtout pas dans le fond d'un rang en Abitibi, là. Et le curé de la paroisse avait dit à mes parents, vous avez juste à en adopter un autre, tu sais, comme ton chat est mort, tu fais SPCA, puis tu le remplaces, tu sais. Mais évidemment, mes parents n'avaient pas vécu leur processus de deuil. Puis bon, j'ai un père pervers narcissique manipulateur qui est abusif de toutes les façons possibles et imaginables. Donc, c'était pas juste la question du deuil, mais le fait que les parents n'avaient pas géré leur propre deuil, ils étaient quelque part émotionnellement indisponibles, ou en tout cas pas suffisamment disponibles en réalité pour s'occuper d'un nouveau bébé. Surtout un nouveau bébé qui arrivait déjà avec des traumatismes liés à l'abandon, parce qu'évidemment, en étant abandonné, en faisant partie du système, comme c'était le cas des enfants abandonnés à cette époque-là, ben, tu es un bébé qui arrive déjà avec des besoins particuliers, puis là, tu arrives dans une famille qui sont même pas capables de s'occuper de leurs propres besoins affectifs, donc ils en ont pas, ils en ont pas en surplus, disons. Et donc, tout ça fait que tu te ramasses toute ta vie à essayer de gérer ces situations-là de traumatisme en réalité, qui sont pas rien comme quelque chose d'aller à la guerre, mais c'est des petits traumas qui sont répétitifs, qui font partie de notre développement et qui vont faire que nos liens d'attachement vont être affectés, vont faire que notre perception de la réalité va être affectée parce qu'un enfant qui ne se sent pas protégé adéquatement, ben, va développer très souvent ce qu'on va appeler une hypervigilance, va devenir très, très sensible à son environnement. Et cette sensibilité, on va la traîner toute notre vie. Bon, évidemment, moi, je suis des gens qui croient que ce qu'on vit, ça fait partie de notre processus pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, je dis pas en dépit de ça, mais je dis grâce à ça, je suis une personne qu'on va dire empathique, qui a la capacité à ressentir ce que les gens éprouvent et tout ça, ce qui me sert très, très bien dans mon rôle de thérapeute, mais qui parfois me sert beaucoup moins bien dans ma vie personnelle. Donc, ces micro-traumas qu'on peut dire, mais cumulatifs, et qui vont faire qu'on va percevoir la réalité d'une manière différente, vont faire souvent que ça va affecter notre relation à notre environnement puis à nos relations personnelles. Et donc, c'est quelque chose qui peut nous suivre et qui peut éventuellement causer des problèmes de santé parce que cet état d'hypervigilance, c'est comme si on est en stress chronique tout le temps pour absolument rien, juste parce qu'on est toujours à l'affût de qu'est-ce qui va arriver dans notre environnement, parce qu'on vit un état d'insécurité et d'anxiété intérieure à nous. Donc, évidemment, à la recherche de mes propres solutions, de mes propres réponses, j'ai fait toutes sortes de formations et puis j'ai commencé à mettre ça en application dans ma pratique clinique, mais je voyais que cet aspect de femmes qui ont passé aux mains des pervers narcissiques, et oui, je parle des femmes parce que on sait que dans une très, très forte proportion, les pervers narcissiques manipulateurs sont des hommes. Il y a des femmes, mais c'est quelque chose comme 5 à 10 c'est beaucoup, beaucoup moins. Donc, en général, c'est les femmes qui vont être victimes des pervers narcissiques manipulateurs. Puis, j'ai toute une théorie hormonale derrière ça dont je vous ai parlé dans des santé sans censure qui portait spécifiquement sur le narcissique. Donc, ça pour dire que j'ai choisi d'en parler publiquement de mon expérience de vie parce que de toute façon, je vous partageais ce que je vivais en République dominicaine puis je trouvais pas ça honnête à un moment donné de pas vous dire ce que je vivais complètement. Puis aussi un petit peu pour mettre en garde les femmes. Tu sais, on le sait, là, pendant la pandémie, suite à la pandémie, il y a plein de gens qui ont décidé de quitter le Québec. On n'est pas tous en couple avec notre petite famille. Donc, il y a des femmes seules aussi qui ont quitté.
Et comme j'ai une certaine expérience, parce que depuis l'âge de 19 ans que je voyage dans les Caraïbes, toute seule, j'ai vécu 7 ans dans les Caraïbes, j'ai eu des conjoints des Caraïbes, j'ai été mariée avec un Dominicain pendant 5 ans. Donc, je pense que j'ai une certaine expérience de ce milieu de vie et de ces cultures. Alors, j'ai choisi d'en parler publiquement, pour le meilleur et pour le pire. Je savais que c'était un risque que je prenais d'exposer ma vie personnelle, surtout comme thérapeute, mais c'est un choix que j'ai fait. Et tant qu'à faire un choix, ben, on va me perfectionner, je l'assume jusqu'au bout aussi. Et donc, ce qui devait arriver arriva. J'en ai parlé, j'ai fait une émission avec Dan Pilon la semaine dernière, et puis on devait parler de Bill Gates, et on a commencé, parce que Dan me dit, bon, comment ça va, puis je connais Dan dans la vraie vie, donc on s'était parlé de ce que je traversais. Et Dan a commencé à m'en parler en ondes, donc j'ai parlé de ma situation de vie. Et là, ben, ça a suscité quelques commentaires plates et d'autres que j'ai retrouvés hier sur mon mur à moi parce que j'avais dit peu en bas de l'émission avec Dan, mais j'avais annoncé que j'allais faire cette émission sur mon mur, donc il y a des gens qui sont venus commenter aussi sur mon mur. Et bon, parmi les commentaires plates, d'abord, je vais adresser la question de la dépendance affective parce que il y a un gars sur le mur de Dan qui avait mentionné ça. Puis bon, en tout cas, j'ai fait un live suite à ça, puis ça a fait de la merde. Je m'en calisse. Mais bref, il disait que c'est un peu à s'y attendre vu que je suis une dépendante affective. Ça, puis même Dan m'avait fait cette réflexion-là. Et j'ai essayé d'expliquer qu'il y a une grande différence entre porter ce qu'on appelle l'affaire du pervers narcissique et être dépendante affective. C'est-à-dire que les personnes qui vont attirer des pervers narcissiques à répétition portent ce qu'on appelle l'affaire du pervers narcissique. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on attire ce genre de personnes-là. Si ça t'est arrivé une fois dans ta vie, bon, on sait qu'il y a à peu près 10 de la population là, qui officiellement qui est des vrais pervers. On peut tous avoir des tendances ou des traits narcissiques, mais on va dire des narcissiques cliniques, là, il y en a presque 10 de la population. Donc, si tu as eu 10 conjoints dans ta vie, ça se peut que tu es tombé sur un, 10 de la population. Mais si à répétition, si sur 10, tu as 8 de tes ex qui sont des pervers narcissiques, ben il y a des chances que là, c'est toi vraiment qui portes l'affaire du pervers narcissique. Alors, quand tu portes l'affaire du pervers narcissique, c'est justement souvent parce que tu as eu des problèmes dans tes liens d'attachement dans l'enfance, dont l'abandon. Alors, tu vas valider, parce que la vie est tellement bien faite, que la vie va te présenter régulièrement des conjoints potentiels ou des conjoints réels qui vont te permettre de résoudre des situations que tu n'as pas résolues avec tes parents. Parce qu'on est tous câblés comme mammifères pour gagner l'amour de nos parents. Donc, si pour une raison X, Y, on n'y est pas parvenu, en général, c'est parce qu'eux avaient le problème, mais comme enfants, comme les enfants qui se sentent responsables du divorce de leurs parents, quand on n'arrive pas à avoir l'amour de nos parents, qui ont souvent leurs propres problèmes d'attachement, on le prend personnel. Donc, on va s'attirer des conjointes dans notre vie qui vont nous donner l'opportunité de résoudre ça en dedans de nous. Donc, d'avoir des échecs à répétition, comme c'est mon cas, pour chercher des outils jusqu'à temps de pouvoir réellement résoudre cette dynamique de pervers narcissique et de personnes qui portent la faille de l'abandon. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui ont la faille du pervers narcissique. Mais la dépendance affective, c'est une autre dynamique. La dépendance affective, c'est, encore là, ça peut être des gens qui ont eu des problèmes d'attachement dans l'enfance et qui vont chercher des espèces de relations fusionnelles et qui ont constamment besoin d'être en relation. Ces gens-là, on les verra pas dans des longues périodes. Moi, j'ai été 10 ans sans avoir de chum avant de m'en venir ici, par choix. Disant que j'ai focusé à travailler sur moi, à développer ma carrière, à amener mon fils à son âge adulte et à son autonomie. Et donc, je me disais, je m'occuperai de mes besoins affectifs après. C'était pas nécessairement une bonne stratégie, là. Je vous dis pas que, je vous dis pas que c'était winner, là. Il y a un prix personnel à payer pour ça, mais pour toutes sortes de raisons, c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. Donc, quelqu'un qui a un problème de dépendance affective, en général, ne va pas être 10 ans sans être en relation. Et quelqu'un qui va avoir un problème de dépendance affective va prendre le premier du bord et même si la relation va super mal, va constamment nier ses besoins pour continuer d'être en relation juste pour être en relation. C'est vraiment pas mon cas. On peut avoir la faille du narcissique et être en plus
un ou une dépendante affective, mais les deux ne vont pas nécessairement de concert. Et on peut être un dépendant affectif ou une dépendante affective sans avoir la faille du narcissique. Donc, à ce moment-là, tu as toutes sortes de conjoints qui passent dans ta vie, mais pas nécessairement des narcissiques. Moi, c'est vraiment les narcissiques. C'est vraiment ma drogue de choix. Le problème, il est là. Et le problème vient valider mon perfectionnisme, parce que aussi, les pervers narcissiques, au début, vont faire ce qu'on appelle le love bombing. Là, c'est toujours le prince charmant, c'est l'homme idéal quand tu le rencontres, puis il te met tellement sur un high de dopamine puis d'hormones de plaisir que quand les choses commencent à débouler parce que tu commences à percevoir la vraie personnalité du narcissique, tu as de la misère parce que tu veux ta drogue de choix, tu veux tomber dans cette phase amoureuse où est-ce que tout était wow, tu sais. Donc, puis là, tu te dis, ben c'est vrai, tu sais, c'est peut-être moi que j'étais peut-être été un peu raide aujourd'hui, ou c'est vrai que je me suis pas vraiment occupée de lui dans les derniers jours. Et là, tu essaies, parce que c'est la stratégie du pervers narcissique, c'est de ce qu'on appelle le gaslighting en anglais, qui va vraiment essayer de retourner la situation pour dire que c'est ta faute. Donc, éventuellement, ben, selon ton niveau d'estime de toi, ben, soit tu vas acheter ça, que c'est ta faute, ou soit tu vas pas l'acheter. Si tu es une dépendante affective, il y a bien plus de chances que tu achètes cette théorie-là. Mais bref, tout ça pour séparer les deux, la dépendance affective n'est pas nécessairement synonyme de faille du pervers narcissique. Ça peut aller de concert, mais c'est pas nécessairement de concert. Dans mon cas, le fait que le pervers narcissique va se mettre à ensuite toujours exiger plus de nous, ben moi, ça me valide dans le fait que si je suis plus parfaite, je ne serai pas abandonnée. Donc, il y avait vraiment quelque chose à dénouer là-dedans. Et bien évidemment, quand tu n'es pas en relation pendant 10 ans, tu n'es pas confronté à ton problème. C'est facile de faire croire que parce que tu es allé chercher plein d'outils dans la résolution de trauma et tout ça, que tu es rendu à un autre niveau. Mais c'est vraiment quand tu te remets en relation que tu peux voir où est-ce qu'il y a encore des choses à travailler. Donc, en ce sens, pour ça, je vous disais ces jours-ci, les relations sont toujours parfaites parce que même si une relation est très difficile, même si on y laisse des plumes, si on est capable de prendre une certaine distance, si on n'est pas capable de le faire durant la relation, mais suite à la relation, pour regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que c'est venu révéler par rapport à nous-mêmes, où est-ce qu'on a encore des failles, tu sais. C'est comme si, tu as réparé ton pneu parce qu'il y avait une fuite. Ben, c'est quand tu le mets dans l'eau ou c'est quand tu mets de l'air dedans que tu peux voir si c'est vraiment réparé, si ça a fait la job. Mais tu peux aller en thérapie toute ta vie, mais c'est vraiment quand tu te remets en relation que tu peux voir est-ce que tu attires encore le même genre de personne, le même genre de situation, puis est-ce que tu as changé ta manière de gérer ces situations-là. Donc, évidemment, moi, dans mon cas, les deux situations, donc du perfectionnisme et des pervers narcissiques, sont très, très reliées. Et là, ce que ça a généré, c'est que parmi les commentaires plates, puis le live que j'ai fait qui a déclenché un paquet d'affaires, il y en a une nouille qui est allée mettre sur mon œil hein, que, ben oui, Madame Parfaite révèle ses problèmes relationnels. Puis un autre qui a dit, ben, soigne-toi donc toi-même avant de soigner le monde, tu sais. Alors, ça me ramenait à une couple d'affaires. D'abord que quand tu es naturopathe dans la vie puis que tu choisis d'étaler ta vie publiquement sur les médias sociaux, tu t'exposes à ce genre d'affaires. Mais c'est toujours la question du double standard. Il y a combien de gens qui rentrent dans le bureau d'un médecin conventionnel, souvent un homme, dans certains cas qui ont même un cendrier, en tout cas avant, là, moi j'avais déjà vu ça dans l'hôpital à Val-d'Or. Le médecin, il a un cendrier sur son bureau. Puis des fois, ils n'ont pas le cendrier, mais tu sais, ils sentent la cigarette. C'est un fumeur. Il t'arrive là, puis il tousse, puis il y a une grippe. Chris, moi, ça fait 24 ans que je peux pas avoir une grippe tranquille sans que quelqu'un vienne me dire « Hein, de la vitamine C, tu connais pas ça, toi? » Ou bien « Ah, ben les naturopathes aussi ont une grippe. » Fait que, tu sais, il y a toujours un double standard parce que nous autres, bien évidemment, hein, on n'a pas la reconnaissance, on ne jouit pas de la sainteté dont jouit le milieu médical conventionnel, de moins en moins grâce à COVID. Mais bref, ça me fait rire parce que les gens me mettent à un standard qui ne mettent pas aucun autre type de professionnel de la santé. Tu sais, ils vont accepter que leur dentiste n'a peut-être pas une dent parfaite, ils vont accepter que leur médecin n'a pas l'air pas en tout en santé. Hey, c'était qui l'autre? Boileau, entre autres, tu sais, qui était cerné jusque-là, qui a l'air
qui a l'air d'un zombie, puis qui vient nous parler de la santé publique. Tu sais, je veux dire, on a juste à regarder ceux qui parlent de santé au Québec, puis les directeurs de santé publique, je pense que je suis pas mal plus une image rayonnante de santé qu'eux autres, mais on me tient à un standard différent, tu sais. Donc, moi, il faut que je sois parfaite. Mais c'est sûr que je m'attire ça parce que comme je suis en train de résoudre le perfectionnisme dans ma vie, ben il y a des choses comme ça qui viennent valider où est-ce que je suis rendue. Est-ce que je suis capable d'en rire ou je vais devenir en colère puis je vais dire c'est vrai que je suis pas parfaite puis je vais arrêter de parler de mes histoires personnelles. Non, je m'en calise. Ça, c'est sa perception à elle, ça y appartient. Ça vient juste tester où est-ce que moi je suis rendue dans mon acceptation de mon imperfection. Donc, l'autre soir, quand j'ai dit dans le groupe, ben non, c'est pas grave si c'est pas parfait, tout ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire dans le chat pour dire merci de le mentionner que si c'est pas parfait, c'est correct quand même. Ça a été un beau déclencheur aussi parce que ça m'a fait me rappeler que quand je me donne le droit d'être imparfaite et qu'en plus je le partage devant des milliers de personnes, ça donne aussi le droit à l'autre d'être imparfait. L'autre personne va dire, wow, OK, tu sais, Chantal Anne, qui est une thérapeute, qui est une personne un peu connue, elle aussi, elle lutte avec les pervers narcissiques. Vous savez, le nombre de femmes qui m'ont écrit en privé pour me dire merci, j'ai compris telle affaire, puis ils me font un don même, tu sais. Je le fais pas pour les dons, ça commence les dons, puis mon Dieu, merci, ça fait du bien. Mais je le faisais vraiment parce que je trouvais ça dommage que ça soit des thématiques qu'on n'aborde pas, puis que les femmes sont poignées avec des problèmes hormonaux, puis toutes sortes de problèmes de santé, parce qu'elles traînent ce stress post-traumatique qui n'a jamais été nommé, qui n'a jamais été identifié. Puis quand on commence à en parler, ça change leur vie, tu sais, ça a un effet très, très, très libérateur. Donc, évidemment, j'ai fait le choix d'en parler dans ma vie personnelle, je continue d'en parler. Puis le fait de moi-même accepter mes imperfections, puis d'être capable de les partager, ben ça fait que je me prive pas d'avoir un programme qui est pas parfait, que je suis en retard pour envoyer mes recettes, parce que je suis en retard là-dedans, mais je suis aussi en retard dans mon membership. Il y a personne qui m'a dit rembourse-moi parce que ton membership peut pas commencer le 1er janvier tel que prévu. Les gens comprennent ma situation. Pourquoi? Parce que je suis authentique et je suis transparente dans mes affaires. Puis tout le monde comprend que, tu sais, il y a eu des problèmes technologiques ici, j'ai eu un déménagement, j'ai eu une vie en montagne russe, puis, tu sais, des fois, j'étais supposée de faire une consultation, puis j'étais pas là à l'heure parce que j'étais pas capable de me brancher ou peu importe. Les gens acceptent mon imperfection parce que ça nous ramène au fait que nous autres aussi, on a déjà eu des situations de vie où on n'a pas pu être à temps à un rendez-vous. Ou nous autres aussi, des fois, on n'a pas pu livrer parce que X, Y raison. Ben, le fait que moi, je l'accepte d'abord dans ma vie, que je le partage avec vous, ben, ça vous normalise le processus d'imperfection. Ça fait comment? Mais c'est vrai, tu sais, elle aussi est imparfaite. On est tous imparfaits. C'est tout bien correct comme ça, tu sais. Donc, pour revenir à l'histoire des pervers narcissiques, c'est que là, je reçois ce genre de commentaires-là sur mon mur. Puis là, ça m'a fait drôle qu'elle dise Madame Parfaite parce que c'est un commentaire qui est revenu à quelques reprises dans ma vie. Évidemment, comme je luttais avec mon perfectionnisme, ben c'est aussi ce que je projetais. Je m'en rendais pas compte. Moi, j'essaie pas d'être parfaite pour les autres. J'essaie d'être parfaite pour moi. Puis j'exige pas la perfection des autres. C'est vraiment moi par rapport à moi parce que c'est un moyen de gérer mon insécurité par rapport à l'abandon. Mais ce que ça fait quand toi, tu essaies toujours d'être parfaite puis que tu essaies toujours de fournir des résultats parfaits, c'est que les gens autour de toi se sentent souvent imparfaits. Donc, moi, j'ai eu souvent à lutter contre le mensonge dans ma vie. Puis je comprenais pas. Puis tu sais, j'ai fait beaucoup d'introspection parce que les gens me disaient ah mais tu sais l'effet miroir. Puis c'est où est-ce que toi t'es pas honnête. Et c'est vraiment pas comme ça parce que tu sais j'ai des défauts mais j'ai des qualités. Puis une de mes qualités c'est ma grande honnêteté. Donc je savais que c'était pas un effet miroir. Jusqu'à éventuellement mon fils m'avait menti pour une affaire de bottes qui s'était fait voler, mais il me disait qu'il était chez son père. Puis bon, en tout cas, ça m'avait vraiment bouleversé que mon fils me mente. J'en parlais avec un de mes amis qui a 5 gars. J'ai dit, mais je comprends pas pourquoi les enfants font ça, tu sais, de mentir à leurs parents. Lui, il était comme de. Là, il m'a dit, mais parce que tu projettes tellement la madame parfaite que ton fils a peur de te décevoir en n'étant pas parfait. C'est pour ça qu'il te ment. Puis, mon Dieu, que ça a été une grande leçon de psychologie. Là, j'ai compris pourquoi j'avais des conjoints
à répétition qui me mentaient. Bon, oui, parce que c'est des pervers narcissiques, c'est ça que ça fait un pervers narcissique, mais aussi parce que le fait que moi, j'avais des standards comme ça, ben eux osaient pas, quand ils faisaient des gaffes, quoi que ce soit, me les avouer. Alors que moi, j'en ai rien à faire. Si une personne qui est dans le non-jugement, c'est bien moi. Donc, je comprenais pas pourquoi les gens avaient tout le temps besoin de me mentir, alors que moi, je les jugeais pas, puis je les aimais, puis je les acceptais comme ils étaient. Mais après, j'ai compris que c'était mes standards de perfection. Une autre affaire avec mon fils, à un moment donné, qui acceptait toutes sortes d'affaires de son père. Mais moi, si je faisais un écart, puis l'écart que je fais typiquement, à part les pervers narcissiques, moi, j'ai pas eu d'autres addictions dans la vie, sauf le Coca-Cola. Mais je le gère bien, OK? Sauf que quand ça me poigne de vouloir boire un Coke, même s'il fait moins 30, puis qu'il est 10 heures le soir, je m'habille, je vais au dépanneur, puis je m'achète un Coke. J'essaie de ne pas en tenir chez moi parce que si j'en tiens, je vais en boire. Mais c'est la seule affaire que je peux dire que si j'ai vraiment une envie de ça, je vais la manger. Je vous ai déjà parlé de mes poutines, mais j'ai pas une addiction aux poutines. Mais le Coke, si vous me dites, faut que tout t'arrête dans la vie, c'est quoi l'affaire que tu vas avoir le plus de difficulté à ne jamais consommer pour le restant de tes jours? Ça serait vraiment le Coca-Cola. Je sais que c'est mauvais, je sais qu'il y a 6 cuillères à thé de sucre par verre, je sais qu'il y a de l'acide phosphorique, ça détruit, je sais tout ça. Mais, des fois, j'ai des envies de Coca-Cola. Alors, genre, si je buvais un Coke, mon gars me faisait une litanie de cette longueur-là. J'étais comme, mais comment ça se fait que de n'importe qui d'autre, les gens peuvent boire, prendre de la drogue, faire ci, faire ça. Ta mère qui boit son Coke de temps en temps, c'est la fin du monde. Il m'avait dit, ben oui, mais toi, t'es madame parfaite. J'étais comme, mais je suis tellement pas parfaite. Sauf que c'est ça que je projette. Je suis tellement là-dedans que c'est ça que je projette. C'est tellement malsain d'être dans la recherche de la perfection. C'est tellement un stress qu'on porte quand on est là-dedans. Moi, de pas dormir pour livrer un document qui avait 0 faute d'orthographe le matin, je compte même pas le nombre de nuits que j'ai fait ça. J'ai probablement perdu au moins 1 an de ma vie, au moins 1 an de ma vie, en nuitées où j'ai pas dormi pour être sûr que ce que j'allais livrer le lendemain était parfait. Euh, j'ai déjà parlé qu'à la radio, mes premières émissions de radio, j'avais 8 pages de script. Je réécoutais mes émissions après parce que justement, mon technicien était un pervers narcissique qui essayait de me séduire, qui a réussi en partie et qui, pour m'isoler puis me maintenir sous son joug, me disait écoute, ta respiration, on t'entend respirer ici. Donc, le niveau de stress que je vivais par rapport à la radio était incroyable. Donc, c'est des situations où vraiment c'était difficile pour moi. J'ai eu une époque aussi, suite à mon accouchement, donc mon fils a 21 ans, j'avais eu une prise de poids importante parce que ma thyroïde s'était vraiment déréglée. J'avais eu un stress émotif aussi avec mon ex, avec le père de mon fils. Et donc, j'ai pris genre 80 livres dans un an, même si j'avais rien changé à mon alimentation, même si j'allaitais 3 fois par jour, même si j'allais au gym, mais j'ai pris 80 livres dans un an. Et je voulais plus pratiquer la naturopathie, je voulais plus faire d'apparition médiatique parce que je pensais que j'avais perdu toute crédibilité comme naturopathe et j'étais en train de me détourner de ma mission de vie. J'étais évidemment extrêmement malheureuse parce que j'étais pas parfaite. Moi, mon rêve d'enfance, c'était d'être une danseuse. Hein. Mon amour de la danse et de la musique, c'est pas né hier, j'ai toujours eu ça en moi. Et je suis une danseuse, je suis juste pas une danseuse professionnelle, mais je suis une danseuse. Et quand je danse sur une piste de danse, c'est comme si j'étais à la place des arts à chaque fois que je vais danser. Dans mon cœur, je suis vraiment une danseuse. Mais je me suis privée de vraiment devenir une danseuse parce que j'ai jamais eu un corps typique de danseuse. Quand j'ai découvert mon père biologique à l'âge de 28 ans, mon père est italien, mon père était un boxeur, entre autres. Et donc, on a ce genre de typonomie assez musclée, assez costaud. Et donc, même quand j'étais petite et que j'étais à mon poids santé, ben, j'étais plus musclée, j'étais plus costaude que les autres petites ballerines qui sont typiquement des petites nerveuses. Donc, j'ai toujours été en excès de poids. Mes premières diètes, j'avais 8 ans et demi, 9 ans. Et je comptais mes calories, j'avais un petit calepin, puis c'était horrible. Les choses auxquelles j'ai soumis mon corps dans ma vie, les stress que je me suis imposés pour être parfaite, c'est absolument incroyable. Moi, j'avais les dents vraiment croches dans ma vie parce que j'ai des dents barrées, donc mes dents tombaient pas, puis les autres poussaient par-dessus. Puis mon père avait dit, quand ma mère avait dit que j'aurais besoin de broches, il avait dit, de toute façon,
elle va marier un gros moteur, on mettra pas d'argent dans sa gueule. Et donc, évidemment, j'ai pas eu les broches et j'ai une dentition pratiquement parfaite parce que je tirais et je poussais sur mes dents à la journée longue. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur de mon besoin de perfection. Je me suis fait tellement de tort et je me suis causé tellement de stress dans ma vie qu'en partie, mon excès de poids, c'était relié par ce stress et cette anxiété intense que je vivais, mais donc au point vraiment de ne plus vouloir être naturopathe, de ne plus vouloir faire d'apparition médiatique. C'est vraiment quelque chose contre quoi je lutte. Puis à un moment donné, ça a commencé à changer. Puis à un moment donné, j'écoutais un webinaire de Christiane Northrup. Si vous ne la connaissez pas, Christiane Northrup, c'est une gynécologue américaine qui est devenue holistique, puis elle fait partie de la gang que les Américains ont appelé The Disinformation Dozen, donc avec Joseph Mercola, puis toutes les autres, McCulloch, puis bon. Donc, elle s'est mise à parler des vraies affaires. Tu sais, que ça a été une des personnes de qui je me suis beaucoup inspirée dans ma pratique. C'est elle qui a écrit, entre autres, La sagesse de la ménopause, le gros livre rouge qui a été réédité il y a quelques années. Donc, Christelle Montrop est une thérapeute gynécologue que j'admire beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et qui s'est tenue debout dans l'histoire de la pandémie. Donc, c'est pour ça que s'est fait tomber sa carrière à elle aussi et tout. Et dans un webinaire qu'elle faisait justement en lien avec la ménopause, elle parlait de ce que je parle souvent. J'ai un webinaire qui s'intitule J'ai mal à mes hormones, puis je dis souvent que l'expression que j'ai entendue le plus souvent dans ma vie, c'est j'ai l'impression de devenir folle. Parce que quand on vit nos changements hormonaux à partir de la périménopause, donc qui peut s'installer de l'âge de 30 ans, mais en allant vers la cinquantaine, évidemment, notre taux d'estrogène diminue. Les oestrogènes dans notre corps, c'est ce qui a l'effet multiplicateur. Quand on a des oestrogènes, on commence à avoir des seins, on commence à avoir des hanches. Et c'est ce qui fait proliférer les cellules de notre endomètre à l'intérieur de notre utérus, où est-ce que le bébé va s'implanter. Évidemment, si l'ovule n'est pas fécondé, on a une menstruation, mais donc tout ce qui prolifère dans notre corps est en lien avec les oestrogènes. Et en allant vers la ménopause, bien, notre quantité naturelle d'oestrogènes s'en va en diminuant. Et donc, elle expliquait que les oestrogènes ont un effet de buffer en réalité, un effet tampon. Et que quand les oestrogènes diminuent, c'est comme avant, on pouvait avoir une pensée ou vouloir dire quelque chose à quelqu'un, mais on avait cette espèce d'effet tampon, puis on arrivait à contrôler ce qu'on disait. Mais c'est très vrai qu'en allant vers la ménopause, moi, en tout cas, ça m'arrive régulièrement. Là, je commence à être habituée, mais les premières fois, c'est vrai que tu restes bête. C'est comme tu penses à quelque chose, puis d'habitude, tu y pensais, puis tu avais le temps de l'attraper avant que ça sorte. Là, à un moment donné, c'est comme tu y penses, puis tu t'entends le dire en même temps. Tu dis, oups, oups, je ne l'ai pas juste pensé, je suis en train de le dire. Et donc, c'est comme tu n'as plus cet effet de tampon, là. C'est comme tu le penses, puis paf, ça sort. Ou tu penses à quelque chose, paf, tu es en train de le faire. Puis elle expliquait que, outre la question des oestrogènes, c'est qu'il y a aussi une espèce d'écœurantite où les premières années de notre vie, on veut faire plaisir à nos parents. Après ça, on veut faire plaisir à la société. On essaie de se conformer à ce que l'école attend de nous, ce que l'université attend de nous, ce que notre employeur s'attend de nous. Après ça, c'est ce que le conjoint s'attend de nous. Après ça, c'est ce que les enfants s'attendent de nous. Puis on est là à donner, parce que c'est ça que ça fait aussi, les oestrogènes. Ça fait qu'on veut prendre soin de notre environnement. Et à un moment donné, tu arrives à la cinquantaine, là, les enfants sont partis, ils passent des journées sans te parler, ils font leur vie, ils font leurs affaires. C'est comme si souvent tu sens pas qu'il y a une espèce de reconnaissance par rapport à tous les sacrifices que tu as fait pour eux. Ton mari a peut-être crissé son camp avec une petite jeune de 20 ans, puis là, encore là, tu dis, OK, il n'y a pas d'appréciation, il a tout lâché pour s'acheter une Camaro rouge, puis frayer avec la petite de 20 ans. Puis là, ben, tu sais, ton employeur t'a mis dehors parce que tu n'as pas suivi les nouvelles tendances, tu ne sais pas référencer ton texte pour qu'il soit optimisé, SEO, peu importe. Tu n'as pas embarqué dans le trip informatique, tu es rendu désuète, tu es rendu un dinosaure. Donc, tu te ramasses que tu dis, OK, mais j'ai été parfaite toute ma vie, j'ai répondu parfaitement à toutes les demandes de la société, puis regarde, je me retrouve toute seule quand même. Oh, regarde, j'ai pas atteint telle chose quand même, etc., etc. Et
c'est comme tu décides de maintenant vivre pour toi. Et ça arrive tellement souvent que je le vois ça aussi parce que, bon, ma clientèle étant composée, beaucoup de femmes en périménopause, ménopause, troubles hormonaux et tout ça, que les femmes vont dire maintenant, je vis pour moi. Les femmes, souvent aussi, qui ont passé des expériences comme ça, vont choisir de ne pas se remettre en couple, ou en tout cas, c'est se remettre en couple, de ne pas vivre avec le conjoint. Puis, au début, je trouvais ça bizarre parce que moi, j'ai eu quand même une relation de 10 ans, une relation de 5 ans dans ma vie, mais j'ai eu beaucoup d'années où j'étais aussi célibataire. Et moi, j'aime ça, vivre en couple. Moi, là, quand mon gars allait être casé, puis que maintenant j'allais m'occuper de moi, c'est sûr que j'allais me trouver un chum, puis j'allais vivre en couple. Mais c'est aussi ce qui m'a rendu vulnérable à avoir deux relations qui n'avaient pas d'allure dans la dernière année. Euh, donc, quand j'entendais des femmes me dire, ben oui, moi, c'est correct, je peux avoir un chum, mais c'est sûr que je ne remettrai pas ses pantoufles en dessous de mon lit. Je me disais, écoute, non, elle est bien plate, elle. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est justement pour ne pas être soumise à toutes ces attentes par rapport à un conjoint, puis souvent être dans notre propre besoin de perfection, parce que selon le degré aussi d'adhésion à la philosophie ou à l'idéologie, je devrais dire, judéo-chrétienne, dépendamment si tes parents étaient religieux ou tout ça, on était pour la plupart élevés pour être des bonnes filles, tu sais. Donc, à un moment donné, ça fait du bien de se lâcher les baskets, puis une fois que une fois que comment on dit ça? Pour rappeler les espèces de jouets, tu avais une boîte que tu tournais la manivelle, puis à un moment donné, sortait une espèce de clown avec un spring, mais une fois que le clown est sorti de la boîte, que le génie est sorti de la lampe, c'est pas facile de le remettre, hein? Donc, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, les femmes s'émancipent. Puis là, ben justement, j'ai partagé un extrait vidéo cette semaine que je trouvais super drôle, l'extrait du film je me souviens plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est encore sur mon mur, puis vous l'avez bien ri. Mais la fille, elle dit, non, je veux pas vivre avec toi, je veux pas vivre avec personne, je veux péter dans mes draps, je veux manger mes céréales du coin de la table, faire le ménage quand ça me tente. Puis, tu sais, c'est extrapolé, évidemment, c'est un film, mais ça nous ramène à beaucoup de choses que des femmes vivent en allant vers la ménopause. Donc, cette pression qu'on vit au niveau social, au niveau familial, au niveau du couple, à un moment donné, quand on arrive à s'affranchir de ça, parce qu'on se dit, merde, j'ai fait tout ça, j'ai été fidèle, j'ai été ci, j'ai été ça, j'ai fait la belle carrière, j'ai élevé mes enfants, je me suis sacrifiée, puis so fucking what? En bout de ligne, je, je suis quand même toute seule, je suis pas plus aimée, je suis pas plus ci, je suis pas plus ça. Et là, on se donne la permission d'être. Qu'est-ce que ça fait du bien? De se lâcher le basket, en tout cas, là, moi, je suis tellement là-dedans, je suis tellement dans la gratitude d'avoir vécu assez vieille pour expérimenter ça dans ma vie. Puis ça m'amène aussi de l'imperfection de vieillir. Il y a beaucoup ça dans notre culture. Puis tu sais, moi, je vis dans une petite ville balnéaire où est-ce que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent ici. Puis comme on vit en maillot de bain puis en petits vêtements d'été, ben c'est sûr que tes bourrelets paraissent puis tu es au soleil tout le temps. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont tendance à vieillir plus vite au soleil et tout. Alors, je vis entourée de femmes qui ont des chirurgies esthétiques. Puis je vous le cacherai pas, là, ça m'a passé par la tête. Je pense que quand tu es entouré de ça, à un moment donné, tu y penses. Puis c'est quelque chose auquel je pourrais jamais adhérer. D'abord parce que j'ai une marque. Alors, imaginez comment je pourrais, en ayant eu un paquet de chirurgie, vous parler du bien vieillir, vous parler de l'importance d'avoir un bon mode de vie, tout ça, puis que mon apparence serait, en fait, associée à la qualité de mon chirurgien ou de mon compte en banque qui est capable de payer le dit chirurgien. Moi, j'adhère pas à ça. C'est pas un jugement de valeur. Puis à un moment donné, je fais une vidéo spécifiquement là-dessus. Il faut faire ce qu'on a besoin de faire pour être bien, pour être heureuse dans la vie. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'avais des tresses, il y avait des extensions dans mes tresses et je les aimais, mes tresses, et ça m'a fait du bien. Je venais de vivre une rupture, je venais de vivre plein d'affaires, puis je n'avais besoin. Tu sais, comme quelqu'un va aller se faire un tatou parce qu'il vient de traverser quelque chose qui c'est symbolique. Tu sais, moi, si quelqu'un a besoin de se faire une chirurgie esthétique pour X, Y, Z raison, que son estime de soi en dépend, que ça va lui permettre de se remettre à dater ou bon, peu importe. Il faut faire ce qu'on a à faire pour être la meilleure version de nous-mêmes. Si la meilleure version de toi-même, c'est de te faire une chirurgie, go for it. Vas-y en conscience, sache
quels sont les risques impliqués, ça va impliquer quoi au niveau de ta guérison, c'est quoi les effets secondaires possibles associés à ce type de chirurgie, le taux de réussite, informe-toi sur ton chirurgien, etc., etc. Puis demande-toi les vraies raisons pour lesquelles tu le fais. C'est-tu justement parce que tu refuses de vieillir? C'est-tu, tu sais? Donc, il faut s'introspecter pour savoir c'est quoi les vraies raisons pour lesquelles on le fait. Mais des fois, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que des gens vont embarquer dans la chirurgie esthétique, puis après une, c'est deux, c'est trois, c'est cinq, c'est 10. Alors là, ce qu'on voit, c'est que c'était pas une affaire qu'on avait besoin de résoudre, mais c'est relié avec un problème d'estime de soi ou une recherche de perfection ou un refus de vieillir. Et donc, moi, je pense que vieillir, personnellement, c'est sûr qu'il y a des aspects du vieillissement qui sont pas le fun. Par exemple, ici, je me rends compte que les Dominicains souffrent beaucoup de l'âgisme. Ici, une femme de 50 ans, c'est une vieille femme. Arrange ça comme tu veux, tu as beau être belle, tu as beau être en shape. Une femme de 50 ans, c'est une vieille femme. Donc, c'est vrai que tu vas te mettre avec les jeunes et tout ça, mais c'est parce qu'ils veulent tirer un bénéfice économique pour toi. Mais une femme, même un homme de 50 ans, c'est un vieux. Tu sais, mon ami voulait me présenter un gars. J'ai dit, mais il a l'air d'un flot. Elle dit, non, non, elle dit, les vieux, là, ils approchent de la quarantaine. Le gars, il a 37 ans. Il est vieux. Donc, il y a ça ici, cette philosophie de vieillissement. Puis évidemment, il y a des choses avec la vieillesse. Tu sais, je suis une perte de poids depuis quelques mois et puis c'est sûr que ta peau, ça prend plus de temps quand tu perds du poids à être tonifié. Faut que tu mettes plus d'efforts au gym. Tu t'es couché tard un soir quand tu avais 20 ans, tu peux faire ça 5 soirs par semaine, mais tu sais, à 50, tu le fais un soir, le lendemain, tu fais attention. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses, là, faut pas le nier, mais j'achète pas non plus, moi, le fait que, oh ben oui, tu as des troubles articulaires parce que tu as 50 ans ou ta peau est comme ça parce que tu as 50 ans. Non, j'achète pas ça. Y a rien d'inéluctable dans la vie. On sait aujourd'hui que grâce à l'épigénétique, c'est-à-dire ce qu'on mange, les suppléments qu'on prend, notre mode de vie, notre gestion du stress et tout ça, on peut avoir un impact direct sur nos gènes. Donc, j'achète pas la théorie du vieillissement conventionnel. Mais même s'il y a des petits désagréments au fait de vieillir, moi, j'adore ça. J'adore ça et en grande partie parce que je trouve qu'en vieillissant, on gère mieux notre perfectionnisme. En tout cas, je gère mieux. J'espère que vous autres aussi. Et si je me fie à ce que disait Christiane Northrup, je pense on est plusieurs à être là-dedans, à se lâcher les baskets parce qu'on voit bien que malgré tout ce qu'on a fait pour tout le monde, puis essayer de se conformer aux attentes de tout le monde, on s'est juste mis bien du stress qui nous fait vieillir plus vite, qui nous fait prendre du poids. Puis ça a donné quoi de plus, tu sais? Puis moi, ben non seulement je me suis privée d'être une danseuse, mais je ne m'habillais pas comme je voulais. Puis, j'en avais parlé dans un autre de mes lives. Moi, j'adore les bikinis blancs. Tu sais, j'en vois sur d'autres mondes, j'adore ça. Mais tu sais, quand tu es une fille un peu ronde, un bikini déjà, tu as 50 ans, tu es en bikini, mais là, j'en ai un bikini blanc, tu sais. J'en ai un, puis je le porte, puis je suis tellement contente dans mon bikini blanc. Puis même si je suis toute seule sur la plage, je suis contente dans mon bikini blanc. Puis s'il y en a qui me regardent avec des yeux de jugement, c'est pas cute. Je suis contente dans mon bikini blanc. Parce que j'ai vécu assez longtemps pour être capable de m'acheter et de porter mon bikini blanc dans mon corps très imparfait. Et juste pour ça, je suis parfaite, comprenez-vous? Donc, c'est ça la beauté de vieillir, c'est ça la beauté d'arriver à la ménopause, d'avoir moins d'estrogène, puis de plus être autant dans le besoin de plaire. C'est qu'on est capable de se lâcher les baskets, puis de s'accepter un peu plus dans notre imperfection. Puis, tu sais, là, c'est un processus. Hein? Je vous dis pas que je regarde pas mes bourrelets. Ça fait longtemps que j'avais pas de miroir plein pied. Là, dans mon nouvel appartement, j'ai un miroir plein pied. Mais je suis capable aussi de voir mes progrès. Tu sais, je suis capable de voir qu'il y a une perte de poids. Puis là, je me dis, OK, mais là, j'ai la peau plus flasque qu'avant. Mais tu sais, je sais que c'est un processus aussi. Je sais que j'ai repris l'activité physique, le gym et tout. Je sais que tranquillement, ça ne sera pas à la vitesse que ça se faisait quand j'avais 20 ans. Mais je sais que tranquillement, je suis en train de récupérer mon corps. Mon corps comme il est supposé être. Mon poids idéal, mon poids normal. Et ça se fait en parallèle avec ce qui se passe au niveau interne. Parce que justement, j'accepte plus mon imperfection, je suis moins dans le besoin de plaire, je me mets moins de stress par rapport à tout ça. Donc, le fait que je suis capable de me lâcher un peu les baskets, mon corps est capable de relaxer un peu, ce qui fait que
ma thyroïde est moins en hyperréaction, je suis pas en état d'inflammation 100% du temps, donc mon corps est capable de laisser aller le poids tranquillement. Alors, oui, tu sais, on peut dire, c'est parce que si je marche beaucoup, j'ai pas de voiture, je mange moins parce que souvent, j'aime pas ce qu'il y a à manger ou bon, peu importe. Oui, ces raisons-là, mais tu sais, c'est pas comme je mangeais beaucoup au Canada, c'est pas comme j'ai été inactive au Canada. Donc, je sais que c'est vraiment, tu sais, as inside, as outside, je vous le dis souvent, puis as outside, as inside. Notre corps, notre forme, notre peau, tout ça reflète ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Donc, moi, c'est sûr que depuis un an, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai pas eu le choix là, de rentrer en moi, puis de faire des introspections, puis de guérir des choses, puis de, tu sais, j'ai vécu des grandes souffrances depuis 3 ans, mais particulièrement au cours de la dernière année, et j'ai été obligée de chercher les outils de thérapeute que j'ai. Je me sens encore, puis encore là, il n'y a pas d'hasard. Hein. Dernière relation avec le pervers narcissique, j'ai vraiment touché un bas fond. Puis il y a une formation euh, qui s'est présentée que j'ai achetée. C'est des outils que je vais intégrer pour la semaine de guérison qu'on va offrir Marie-Josée et moi à un moment donné ce printemps. Marie-Josée s'en vient à la fin du mois, puis on va mettre ça en place, puis on va trouver les dates, puis les prix, puis tout ça. Mais je sais que c'est des outils que je vais proposer. Il y en a qui sont basés évidemment sur l'Emotional Freedom Technique que je pratiquais déjà, mais d'autres sur des méditations pleine conscience, mais vraiment axés sur la résolution de trauma. Et ce matin, quelque chose, j'appartiens à un organisme d'accréditation aux États-Unis pour les thérapeutes psychocorporels, qui est l'organisme avec lequel j'ai fait les formations additionnelles justement pour avoir une pratique qu'on appelle trauma informed, donc axée sur la compréhension des traumatismes, parce qu'on n'aborde pas quelqu'un qui a vécu des traumatismes comme un client conventionnel. Et donc, là, il y a justement une nouvelle formation qui vient de sortir sur la théorie polyvagale, qui est donc quelque chose auquel j'avais été initiée, mais que j'avais pas développé. Et là, je vais aussi faire cette formation-là. Donc, mes blessures, puis mon processus de guérison fait que je deviens toujours plus compétente comme thérapeute. Et je sais que ça vient faire ça dans ma vie. Je sais que je suis dans une étape où les opportunités de guérison se présentent à moi. Parce que, comme vous le savez, tout s'accélère présentement. On est à un point de bascule de notre histoire humaine et il faut que les gens comme moi, qui se préparaient déjà depuis longtemps à accompagner les familles d'âmes dans le processus de transition, euh, ben, il faut qu'on soit prêt à le faire. Et donc, on vit tous et toutes, même les gens qui ne sont pas des thérapeutes. Les gens, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est pas un hasard. On fait partie de la même famille d'âmes, c'est parce qu'on vibre à la même fréquence. On s'est retrouvés grâce à la pandémie. Et donc, chacun à notre manière, on a à se préparer à ce processus de transition. Et ce qui fait partie de la préparation, vous remarquez, pour beaucoup de gens, il y a des pertes importantes qui surviennent, des pertes économiques, des pertes. Les gens ont vendu leur maison, se retrouvent dans des petits loyers. Beaucoup de gens sont comme moi en nomade depuis un bout de temps, vivent entre deux pays, ont leurs choses en entreposage. Il y en a de plus en plus. On est vraiment appelé à délester les biens matériels. Ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, chaque processus est parfait. Si c'est pas ton processus à toi de devoir abandonner tes biens matériels puis t'exiler, c'est tout correct. Tu le fais dans ta belle grosse cabane puis dans ta garderie avec tes enfants que tu accompagnes. On a tous une mission de vie et elle est toute parfaite. Donc, mon chemin à moi, c'est pas le tien. Il y en a plusieurs qui partagent des chemins similaires aux miens. Mais c'est pas parce que toi, tu n'as pas abandonné tes affaires que tu es moins évolué. Puis, tu sais, j'ai fait un live là, cette semaine des gens qui se pensent plus évolués puis qui vont passer en 5D parce que ça soit en grenouille, qui méditent, qui prennent des juvères puis qui font des hommes en faisant l'amour. C'est pas de même ça marche. Ça, c'est de l'ego spirituel. Hein? Moi, la gang de bien-pensants, c'est que je déteste ça. Vous dire comment je déteste ça. Moi, là, je me prive d'aller au Costa Rica. Plein de gens que j'aime qui sont au Costa Rica. J'ai des invitations à l'année à aller au Costa Rica. Un moment donné, je vais y aller. Mais je suis pas encore allée. Puis tout le monde me dit, ah, c'est bizarre que ça soit la République que tu as choisi et pas le Costa Rica. Savez-vous pourquoi j'ai le Costa Rica? D'un, les plages sont pas belles comme ailleurs. Mais j'ai le Costa Rica parce que les gens, depuis des années, disent, ah, moi, je m'en vais faire une retraite de yoga au Costa Rica. Moi, les hosties de gens comme ça avec le collant Lululemon, puis garde, c'est une paire de Lululemon parce que les as pognés en spécial puis ils étaient beaux, je te juge pas.
Bénis-les, gratitude pour tes collants Lululemon. Mais vous comprenez ce que je veux dire? La gang de péteux de brou, là. Pas capable. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Comprenez-vous? Donc, je me prive carrément d'aller au Costa Rica parce que je veux pas faire partie de la gang qui sont allés faire une retraite de yoga au Costa Rica avec mes lycras Lululemon. Mais si toi, ça fait la job pour toi, je t'aime pareil. Alors, tout ça pour dire que on a tous une mission de vie à accomplir, puis les choses s'accélèrent, les vibrations s'élèvent, et quand les fréquences vibratoires s'élèvent, ben ça va plus vite aussi, tu sais, c'est plus court, puis ça va plus vite. Donc, notre processus évolutif est sur les stéroïdes là, depuis une couple d'années. Puis, je veux dire, si vous m'écoutez, probablement que vous vous en êtes rendu compte dans votre milieu. Donc, des séparations, les gens qui créent des jobs là depuis qui étaient là depuis des années où les entreprises ont fermé, ou c'est ça, les séparations de couple, les séparations avec des liens d'entreprise, des déménagements. Il y a un gros processus d'épuration / évolution qui est en cours. Et donc, comme je vous le dis souvent aussi, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, ça se peut que dans ce processus accéléré d'évolution, il y a des imperfections. Et c'est parfait. Et c'est parfait qu'il y a des imperfections, comprenez-vous? Ça fait partie aussi du processus. Et Christ que ça fait du bien. Donc, moi, j'ai énormément de gratitude envers la ménopause. Là, je pense que je suis arrivée. Je veux dire quelque chose par rapport à ça. Moi, ma vie a bougé tellement vite dans les dernières années, là. Tu sais, j'ai toujours été à l'école, à l'université en même temps que je gérais une clinique, que je gérais un magasin de produits naturels, que j'avais ma pratique naturopathique, que j'étais conseillère médicale à plein temps pour une compagnie de suppléments, que j'écrivais des articles, que j'allais danser. Donc, une chance que je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, mais ma vie, c'est un tourbillon. Tu sais, c'est une montagne russe là, depuis quelques années, mais ça a toujours été un tourbillon. Et ça aussi, j'ai appris à l'accepter. Parce qu'avant, je disais toujours, oh, quand je vais avoir fini telle affaire, je vais avoir du temps. À un moment donné, ma meilleure amie de 35 ans, 40 ans, m'a dit, ta gueule, après ça, tu vas avoir d'autres choses. Tu sais que dans ta vie, il n'y a jamais de vide, puis il n'y a jamais de temps. Tu sais. Puis j'étais comme, ah, c'est vrai. Puis si on nous appliquait ça au compte de banque maintenant, mais c'est vrai, l'univers tolère pas le vide, sauf dans mon compte de banque. Et donc, dès qu'il y a quelque chose que je résous, il y a d'autres choses qui rentrent parce que je suis une passionnée, puis je m'intéresse à plein d'affaires, puis les gens me sollicitent toujours pour plein de choses, puis ça me tente tout le temps, puis j'embarque tout le temps. Donc, c'est correct. J'ai accepté que je suis comme ça. Je suis comme ça. Il n'y en a pas de temps. Il n'y en a pas de journée plate. Je carbure à 110 km/h. C'est mon rythme normal. C'est fatigant pour le monde autour de moi, mais c'est qui je suis. Puis je l'accepte aussi. Je m'accepte dans mon imperfection. Et donc, on est appelé à faire des choses rapidement qui vont peut-être être imparfaites, mais il ne faut pas se priver des faire parce qu'elles vont être imparfaites. Alors moi, dans mon tourbillon de vie des dernières années, moi, j'ai comme stické à 34. J'ai eu mon gars à 34, là, puis c'est comme après ça, tout allait tellement vite. Dans mon âge mental, c'est 34. Si quelqu'un me demande mon âge, puis spontanément, je voudrais répondre 34. Dans ma tête, je suis stockée là. Évidemment, mon corps n'a pas 34 ans, mais dans ma tête, je suis stockée à 34. Fait que là, quand j'ai commencé à sauter des menstruations, puis là, il faut comprendre que moi, j'ai eu des menstruations problématiques depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Ma vie a été dominée par mon cycle menstruel. Et donc, c'est pas pour rien que je suis spécialisée dans les hormones dans la vie. Là, j'en ai vu toutes les couleurs, vraiment. Et donc, mes cycles ont toujours été courts et abondants. Et là, tout d'un coup, je commence à sauter des mois. Puis là, c'est comme, what the fuck? Un moment donné, j'avais rendez-vous avec mon médecin conventionnel parce que éventuellement, il faut passer des tests parce qu'éventuellement, je prends de la progestérone bioidentique, ça prend une prescription. Mais c'est un ami personnel, mon médecin MD. Et là, je dis, bon, on va tester les affaires. Ça, il dit, ah, tu penses que tu es à la ménopause? J'ai dit, ben, je sais pas, mais j'ai dit, ça fait 3 tests de grossesse que je fais, puis les tests sont négatifs. Là, mon médecin MD, il est crampé. Là, il me dit, ben, as-tu des symptômes de grossesse? J'ai dit, ben non. Ben, j'ai dit, je suis pas menstruée. Puis là, il est comme, ben, t'es rendu à la ménopause. Ça, c'était comme, j'ai dit, ben, je suis ben trop jeune pour être
trop jeune pour être ménopausée. Il m'a dit, après combien de tests de grossesse, ça va être OK? Mais ça allait tellement vite, j'ai pas eu le temps de vieillir, j'ai pas eu le temps de penser que j'étais rendue à la ménopause, tu sais. En tout cas, périménopause. J'ai pas encore tout à fait accepté que c'est une vraie ménopause parce que de temps en temps, j'ai des petits trucs avec mon cycle. Donc, ben, je faisais des tests de grossesse mais je pensais pas que j'étais rendue à l'âge d'être ménopausée, tu sais. Fait que, mais c'est merveilleux d'être rendu là parce que on est moins perfectionniste, on a moins besoin de l'acceptation de l'autre. On n'a plus besoin de se mettre en couple pour faire des bébés puis avoir la famille avec 2 enfants, la clôture blanche puis le chien. Tu sais, t'es à une autre étape. Ça n'a plus besoin d'être parfait. Puis tu sais, moi, je devais mourir à 25 ans. Fait que tu arrives à 50, tu te dis, wow, j'ai eu 25 ans de bonus. J'ai eu 25 ans et plus de bonus. Puis 25 ans que j'ai dédié, tu sais, à la pratique de la naturopathie, à l'enseignement de la naturopathie, à, à contribuer avec les médecins cubains sur des gros projets. Alors, je sais que ces 25 ans de bonus que j'ai eu, j'ai touché la vie de plein de gens. Puis là, ben, tu sais, quand je vois les gens me mettre les photos du jus avec leur nouvel extracteur qui vient d'arriver par la malle, c'est comme, wow, tu sais, Dieu merci que je vieillis. Dieu merci que j'arrive à la ménopause dans toute mon imperfection, que je me suis pas privée de faire mon programme défi détox, que j'avais pas le temps de fignoler à la perfection, parce que j'ai touché la vie à ma façon de toutes ces personnes-là, de manière imparfaite, mais quand même. Alors, vieillir, c'est extraordinaire, puis d'avoir le privilège d'atteindre cette étape de notre vie qu'on appelle la ménopause, où on n'a plus besoin de vivre pour nos enfants, idéalement. Il y en a qui vont faire ça toute leur vie. Mais idéalement, nos enfants ont atteint une étape où on peut être moins présent physiquement au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le même attachement et qu'on n'est pas présent pour eux quand même. Mais au quotidien, ça ne nous demande plus d'attacher leur lacet et d'en donner leur bain. Qui, j'espère, on a compris qu'on ne peut pas lutter contre le vieillissement. On peut juste vieillir dans les meilleures conditions possibles. On ne peut pas lutter contre le processus de vieillissement. De fait, je trouve que les femmes, souvent qui ont des chirurgies esthétiques, particulièrement au niveau du visage, ben on voit que le cou va vieillir quand même, les mains vont vieillir quand même, et c'est comme si le contraste est encore plus grand que si elles avaient juste bien vieilli. Il y avait une petite madame qui était ma cliente quand j'avais ma clinique dans Westmount, qui avait vécu l'Holocauste. C'est une survivante de l'Holocauste. Et elle avait fini par écrire un livre. En tout cas, j'aimais beaucoup cette femme. Elle venait me consulter parce que elle prenait du Synthroïde pour sa thyroïde, mais elle avait un problème d'arthrite dans la vingtaine. Évidemment, vous imaginez que les gens, les stress qu'ils ont vécu, la dénutrition. Et c'était un médecin naturiste parce que dans plusieurs des pays de l'Europe de l'Est, les médecines naturelles sont souvent très développées. Donc, déjà dans ces années-là, elle avait vu un médecin naturiste, naturopathe, qui lui avait changé son alimentation, tout ça, puis elle avait plus de problème d'arthrite. Elle avait résolu son arthrite. Et là, le médecin voulait lui prescrire du Fosamax pour l'ostéoporose. Puis là, elle a dit, ben moi, si j'ai pu régler mon arthrite dans 20 ans, je suis sûre que je peux régler mon ostéoporose. Et c'était une belle petite madame. Elle arrivait toujours, elle était vraiment petite, là, genre de ma taille, et elle arrivait toujours avec son rouge à lèvres qui était dans la même couleur que son petit chapeau. Elle a toujours un petit chapeau, plein de chapeaux différents. Elle arrivait avec son petit chapeau et son rouge à lèvres dans la même couleur, toujours bien mise. Je la trouvais tellement belle. Elle avait des yeux bleus qui étaient en étincelles. Vous savez comment j'aime les étincelles dans les yeux des gens. Elle avait des étincelles en permanence dans les yeux. Vous avez parlé de mes rides. Je sais pas si vous les voyez. Mes rides qui sont comme des étoiles. Donc, j'ai remarqué, évidemment, comme je perds le poids aussi, mes rides sortent plus. Et j'ai vu que mes rides étaient faites comme des étoiles. Alors moi, je suis très fière de mes rides en étoiles parce que les gens qui sont aigres dans la vie, j'ai remarqué aussi qu'ils vont rider comme ça. Ils ont des rides qui vont comme ça, puis la bouche est comme sur des lèvres qui
qui pointent vers le bas. Je disais, hey, c'est drôle, moi, j'ai des rides en étoile. Alors, je suis fière de mes rides parce que je trouve que mes rides reflètent ma personnalité. J'aime les yeux pétillants, et j'ai des rides en étoile. On ride comme on est, en réalité. Et pour moi, c'est un privilège parce que si j'étais morte à 25 ans, j'aurais pas de rides en étoile. Donc, vieillir, c'est un privilège. C'est pas un sacrilège, c'est un privilège. À condition qu'on en profite pour apprendre les leçons de la vie, qu'on en profite pour évoluer, qu'on en profite pour pas se prendre au sérieux, pour comprendre que tout est un processus d'apprentissage, de pas garder des rancunes, de pas garder toutes ces choses qui nous rendent amers. C'est ça qui fait qu'on vieillit mal. Mais si on règle nos comptes au fur et à mesure, si on est capable de comprendre que toutes les expériences sont des opportunités d'apprentissage, que les gens qui viennent nous apporter ces expériences sont des messagers. Si ça n'avait pas été Alain, ça aurait été Jacques. Ça donne rien de shoot de messenger. On doit retenir le message, on doit le processer, retenir la leçon, laisser aller la marde, puis l'acidité, puis tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui baisse nos fréquences vibratoires. Mais si on est capable d'être là-dedans, en général, on vieillit bien, c'est un privilège. Puis on peut partager parce que notre rôle en vieillissant, notre rôle à la ménopause, on n'est plus les princesses du royaume. La société de consommation nous encourage à vouloir acheter des crèmes à 200 pièces pour pas vieillir, puis à se faire des chirurgies, tout ça. La société de consommation s'effondre la journée où les femmes s'acceptent comme elles sont. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on nous bombarde de magazines photoshopés, puis d'images photoshopées, puis d'actrices qui ont eu des chirurgies plastiques. Il y en a qui ont des chirurgies plastiques gratuites pour servir d'outils de propagande à des chirurgiens d'Hollywood. Donc, cette industrie encourage les femmes à ne pas s'aimer. On est toujours trop ou pas assez. Chris, quand tu es rendu dans les tailles zéro d'un vêtement, tu fais quoi après? Tu disparais. Tu sais, ils nous mettent des images de femmes toujours plus petites jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu peux plus. Fait que là, on est dans le processus inverse. En tout cas, en Amérique latine, on le voit beaucoup, c'est les femmes avec des grosses poitrines, des grosses fesses. Ici, les femmes se font faire des chirurgies, des injections pour avoir le derrière plus bombé. Donc, les rondeurs ici sont bien vécues, sont bien acceptées. Mais donc, l'industrie, souvent gérée par des pervers narcissiques, va nous imposer des standards complètement réalistes pour qu'on soit toujours trop et pas assez, parce que c'est ça qui est payant. C'est la journée où on s'aime toutes, qu'on arrête de se faire des chirurgies, puis de se maquiller, puis de se transformer, ces industries-là tombent par terre. Donc, évidemment, il y a tout un édifice autour de ça pour nous encourager à consommer et à nous faire croire que vieillir, c'est mauvais. Il y a combien d'actrices à Hollywood qui ne sont pas chirurgiées? Très peu. Très peu. Il y a très peu de rôles pour des actrices vieillissantes. Donc, on essaie de nous vendre cette image de la jeunesse éternelle, mais on n'est pas fait pour être des princesses éternellement. À un moment donné, là, ça prend une reine pour gérer le royaume. Tu sais, si on est tout le temps des princesses, on n'est jamais assis sur notre trône à profiter de tout ce qu'on a sommé toute notre vie, à servir de mentor, à servir de guide, à servir d'exemple à ces jeunes filles. Tu sais, moi, la madame qui avait vécu l'Holocauste, pour moi, c'est un modèle du bien vieillir. Tu sais, je me disais, moi, là, c'est à son âge, j'étais dans les 80 et quelques, peut-être 90. Je me disais, si j'arrive à son âge et que j'ai l'air de ça avec mon petit chapeau puis mon rouge à lèvres, une vie bien vécue. Hey, mon Dieu, quelqu'un que j'adore, puis là, parce que je veux dire son nom, j'ai un blanc, ça aussi, ça fait partie de la ménopause. Notre mémoire est moins sharp qu'avant quand on a moins d'estrogène. En tout cas, cette chanteuse cubaine dont le nom va me revenir, Omara Portuondo. Omara Portuondo, je l'avais vue l'été 2019. Était venue à la Place des Arts, j'avais un siège en avant et j'ai trippé cette femme qui est aussi une femme minuscule, qui a 90 ans, est sortie dans l'arrière, est accompagnée de Roberto Fonseca, son pianiste qui est délicieux. Et elle s'en vient comme ça parce qu'elle a des problèmes à marcher. Mais toute là, elle a des yeux en étoiles, puis elle chante encore merveilleusement bien. Et il est venu l'amener sur sa chaise, puis là, elle tripait parce que on chantait ses tunes. Puis là, elle était à Montréal, à la Place des Arts, fait qu'elle s'attendait pas qu'au Québec, on savait ses tunes en espagnol.
il y a une communauté latino importante à Montréal, puis même des gens qui sont pas latinos, mais comme moi, sont des fanatiques quand même de musique latine, où on a vécu, où on a voyagé dans le sud. Donc, on chantait ses tunes. Fait que là, à un moment donné, elle faisait des chorus avec nous autres. Puis là, elle tripait. Tu sais, moi, j'étais assise juste en avant, je la voyais. Là, c'était drôle parce que Roberto voulait repartir une autre tune. Puis là, elle la suivait pas pantoute parce que, justement, elle est une reine, elle était assise dans son trône et c'est elle qui menait le show. C'était sa tournée d'adieu. Donc, c'est elle qui menait le show. Elle s'en crissait que son directeur artistique était en train de jouer une autre tune. Elle était dans le trip de « je vais chanter, ils vont répondre ». Donc là, elle repartait le chorus. Lui, il n'y avait plus de musique, elle ne peut rien, par relancer le chorus juste pour voir si on allait répondre. Puis elle avait du fun comme une petite fille. Puis là, à un moment donné, est arrivé Tito Puente. En tout cas, il est arrivé un autre pianiste. Puis elle ne savait pas qu'il était là. C'était une surprise parce que c'était dans le cadre du festival de jazz. Puis là, il est venu jouer Bésame Mucho. Puis là, ils ont joué Bésame Mucho ensemble. Moi, c'est un moment de pur bonheur, de pure jouissance que j'ai vécu là. À voir ces deux êtres, ces deux incarnations de pur génie, partager ce moment-là sur la scène de la Place des Arts. Et ça a été une expérience profonde pour moi parce que je me disais, moi, là, quand je vais être grande, je vais être au Mara pour toi. Je veux m'asseoir sur un stage avec mes yeux en étoiles puis chanter Bésame Mucho, tu sais. Il y a pas de... Pour moi, c'était l'image d'une vie bien vécue. Très imparfaite, probablement. Je connais pas tous les détails de la vie d'Omar Portuondo, mais c'était super. Puis j'ai eu le privilège, imaginez-vous, que en janvier 2020, qui était mon dernier voyage à Cuba, dernier congrès que j'ai fait là-bas, ça donnait pendant le festival de jazz cubain et donc, elle faisait le spectacle à Cuba. Donc, j'ai vu Omar Portuondo chez nous à Montréal et je l'ai revu chez elle à La Havane dans la même tournée d'adieu. Donc, ce que j'avais vécu à Montréal, je l'ai vécu en prise 2 à Cuba dans un autre élément qui était maintenant chez elle. C'était très, très émotif. Évidemment, les Cubains lui ont rendu une image monstre et j'ai fait partie de ça. Un autre privilège de vieillir, si j'étais morte à 25 ans, j'aurais pas eu ces moments de grâce dans ma vie. Et donc, vieillir, ça nous permet ça. Tu sais, si Omar Portuondo avait pas 90 ans, il n'avait pas fait sa tournée d'adieu, j'aurais pas un modèle de quoi je veux avoir l'air à 90 ans. Et donc, c'est ça notre rôle, c'est pas de rester des petites princesses sans rides, avec les bouches de carpe chinoise toute notre vie. C'est d'avoir des rides en étoiles comme on a vécu, d'avoir une peau qui est plus aussi tonus qu'avant, mais qu'on est capable d'enseigner aux jeunes que l'alimentation, le mode de vie, ça peut nous garder en bonne santé. C'est ça la voie à suivre. Moi, j'ai bien plus d'impact aujourd'hui comme naturopathe que j'en avais dans la trentaine ou dans la quarantaine. Pourquoi? Parce que justement, quand tu peux prêcher par l'exemple plutôt que la propagande, hein, ça a beaucoup plus d'impact parce que là, les gens constatent par eux-mêmes. C'est ça, c'est vrai, OK, elle a tel âge, elle a un maillot, elle met son bikini blanc pour aller à la plage, elle fait ses trucs sans maquillage tout le temps, elle pleure avec le maquillage en raton laveur la journée qu'elle l'a mis. Tu sais, c'est ça que ça fait d'être dans notre imperfection, c'est que ça donne la permission aux autres aussi d'être dans leur imperfection. Puis merci la ménopause, parce que c'est à cette étape-là de notre vie en général que les enfants grandissent, qu'on se rend compte qu'on peut vivre sans un homme, que ça, ou qu'on va avoir le guts de finalement partir une entreprise à notre compte, ou de faire ce voyage en solo qu'on a toujours voulu faire, ou de partir vivre à l'étranger, ou de peu importe, d'affirmer notre sexualité à la manière dont on l'entend. C'est là souvent qu'on va se donner ces permissions-là. Ces permissions d'être imparfaites par rapport au modèle qu'on a voulu nous inculquer, par rapport au modèle que souvent on a voulu nous-mêmes nous inculquer. On est souvent beaucoup plus critique par rapport à nous-mêmes que notre entourage. Par exemple, les hommes, il y a plein d'hommes qui ne savent même pas c'est quoi de la cellulite.
Les hommes, là, ils nous en demandent pas tant. Il y en a que oui. Souvent, je vais vous dire, c'est les plus imparfaits qui ont des attentes et les exigences les plus élevées par rapport aux femmes. Moi, j'ai eu des hommes, malgré que j'ai toujours été une fille plantureuse, j'ai toujours eu des hommes qui étaient en shape et qui étaient beaux dans ma vie, qui exigeaient pas de moi que je sois parfaite physiquement. Ça, c'était ma propre dysfonction à moi. Donc, souvent, on est beaucoup plus critique par rapport à nous-mêmes. Puis les femmes entre nous, tabarnouche qu'on se fait pas de cadeaux souvent. Tabarnouche qu'on est dur par rapport aux autres femmes, qu'on est dans le jugement. Et ça reflète aussi nos propres jugements, ça reflète aussi notre propre incapacité à nous accepter puis à nous aimer dans notre imperfection. Puis c'est normal qu'on soit comme ça parce que quand on a passé notre vie à se faire dire qu'on est trop ceci puis pas assez cela, justement pour nourrir une industrie de cosmétiques, de chirurgie esthétique et tout ça, ben à un moment donné, on internalise ça. On commence à se le dire qu'on est imparfait. Tu sais, vous dites à un enfant qui est stupide à tous les jours, à un moment donné, vous aurez plus besoin de lui dire, il va se le dire tout seul. Donc, notre environnement, notre communauté, éventuellement les médias, éventuellement la société, nous reflètent toujours cette image d'imperfection. Donc, c'est normal qu'il faille faire un processus d'affranchissement de ça, un processus qui nécessite une certaine estime de soi, un certain amour de soi pour arriver à accepter et à revendiquer notre imperfection. Puis, tu sais, c'est aussi beaucoup d'apprendre à pas rejeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que ton live est pas parfait que tu dois pas le faire, puis que ton son est pas parfait, puis ton volume est pas parfait, puis que tous tes documents pour ton programme détox sont pas encore créés, puis que t'es créé au fur et à mesure. Il y a personne qui est mort. Moi, je fais pas de chirurgie cardiaque ni du cerveau. Il y a personne qui va mourir parce que la recette est arrivée une journée en retard. Il y a personne qui va demander de remboursement non plus. Comprenez-vous? Donc, ça aurait été vraiment dommage que je me prive parce que je pouvais pas le faire parfaitement. Alors là-dessus, gang, c'est ça que j'avais à vous partager. Ça me ferait vraiment plaisir de lire dans des commentaires que vous travaillez sur votre perfectionnisme, vous travaillez sur votre estime de vous-même, que tu es contente d'avoir le privilège d'arriver à la ménopause. Même si tu es obligé de faire des tests de grossesse. Parce que t'as de la misère à catcher que t'es rendu là. Hein? Faut bien être une spécialiste en hormones pour pas comprendre que j'arrive à la ménopause, mais je suis pas tout à fait rendue là mentalement. À un moment donné, je vais y arriver. J'ai juste pas eu le temps. J'ai juste pas eu le temps de me rendre à la ménopause pendant que mon corps était là. J'ai un petit décalage. À un moment donné, je vais y arriver. C'est sûr que de fréquenter des hommes plus jeunes, ça m'aide pas à catcher que j'arrive à la ménopause. Mais, tu sais, c'est juste ça et c'est tout ça. C'est ça la beauté d'avoir le privilège de vieillir. C'est ça la beauté d'avoir l'extrême privilège de vivre assez vieille pour arriver à la ménopause et d'être une femme. D'être une femme. Moi, j'ai eu de la misère avec ça aussi longtemps parce que j'ai grandi avec une famille de 10 gars en avant de chez nous. Donc, j'étais toujours la seule fille. Il fallait toujours que je sois meilleure de tout le monde parce que imaginez-vous, pour être dans l'équipe de baseball, quand tu es la seule fille et les autres, c'est 10 frères, ben, il faut que tu sois meilleure que tout le monde, sinon on te laisse pas jouer. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup entraîné au perfectionnisme. Il fallait toujours que je sois meilleure pour pouvoir faire partie de l'équipe. J'étais toujours la seule fille. Donc, longtemps, j'ai pas aimé ça, être une fille, tu sais. J'aimais ça pour la danse, mais j'aimais pas ça pour le reste. Donc, une chance aussi, sacrément, que j'ai vécu à mon époque et non pas aujourd'hui avec la gang de woke, parce que là, c'est sûr qu'on m'aurait dit, c'est parce que t'es né dans un corps de femme, mais en réalité, t'es pas une femme, on m'aurait donné des hormones mâles, on m'aurait transgendré, ça. Ah, ben ouais. Hey, je ris là, mais ça, c'est un sujet, c'est sûr que je vais l'aborder dans un santé sans censure parce que ça me touche beaucoup, ça m'interpelle beaucoup. Euh, Ça me fait beaucoup de peine pour les jeunes qui doivent vivre leur enfance et leur adolescence aujourd'hui avec la gang de woke. Mais bon, j'ai eu la chance que j'étais ni à l'époque des médias sociaux, ni à l'époque des woke qui auraient essayé de me convaincre qu'en réalité, je n'étais pas une femme.
juste parce que j'avais un parcours de vie qui faisait que d'être une femme, c'était pas avantageux pour moi. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse d'être une femme, très heureuse d'avoir connu la maternité, d'avoir allaité pendant 3 ans, de vivre tous les changements extraordinaires que nos hormones nous apportent parce que, asti que c'est souffrant. Les cycles menstruels, puis les montagnes russes de la périménopause puis de la ménopause que ça nous fait vivre émotivement, c'est vraiment éprouvant. C'est vraiment pas facile. Les gars qui m'écoutent, là, ayez de la compassion, ayez beaucoup d'amour pour nous autres. C'est pas facile. Mais c'est pas facile aussi parce que notre mode de vie actuel est mésadapté par rapport à nos hormones. Et ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est ce que j'aime le plus parler. C'est ça que j'aime le plus faire de l'éducation sur cette thématique-là parce que c'est très difficile, hormonalement parlant, le mode de vie qu'on a, non seulement par rapport aux perturbateurs endocriniens dans l'environnement, le niveau de stress qu'on vit, le fait qu'on a nos enfants plus vieilles, etc. Ça sera un autre live. Mais juste pour vous dire que même si c'est difficile d'être une femme, hormonalement parlant, c'est aussi extraordinaire d'être des déesses qui avons la capacité de donner la vie, de créer dans notre corps un autre être humain qu'on peut soutenir avec l'allaitement. Quel privilège d'avoir connu cette fusion avec un autre être humain, d'être connecté par rapport à un lien invisible que moi, j'ai eu la chance de voir à mon accouchement. J'ai vu quand on a coupé le cordon ombilical, quand mon ex a coupé le cordon de mon fils, il y a vraiment un cordon énergétique. C'est comme un arc-en-ciel de couleur qui part de notre nombril, qui connecte au nombril du bébé. Donc, on a vraiment une connexion énergétique avec le bébé. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont, qui vont me flusher parce que j'ai parlé d'énergie. Je vous aime pareil. Quel extraordinaire privilège d'être une femme, d'avoir connu la maternité. Puis, tu sais, il y en a qui n'ont pas été des mères physiques, j'en connais, et j'ai moi-même une mère adoptive. Il y a des femmes qui n'ont pas vécu la maternité physiquement, mais dont la mission de vie, c'est d'être la mère de plusieurs autres enfants, qui ont été soit des belles-mères pour certains enfants, qui ont été des tantes très importantes, qui ont eu des projets dans l'enseignement ou des choses, et dont la mission de vie, c'était pas d'être la mère qui enfante d'un bébé, mais c'était d'être la mère spirituelle, énergétique d'un paquet d'enfants. Donc, c'est tout valable. La maternité, c'est pas réduit à l'enfantement. Et il y a des hommes aussi. Il y a des hommes qui ont joué le rôle de mère auprès de leurs enfants, auprès de leurs frères et sœurs plus jeunes. Donc, la maternité, dans son sens large, est un privilège. Mais quand en plus, on a l'opportunité de le vivre dans notre corps physique, de mettre un être humain au monde et de soutenir la vie de cet être humain-là grâce à l'allaitement qu'on produit dans notre corps, de construire l'immunité de ce bébé-là avec nos propres anticorps au moment où on allaite. Savez-vous ça que quand on allaite un bébé, le bébé est exposé. Bon, d'abord, quand on accouche vaginalement, les probiotiques, les bonnes bactéries de notre vagin sont ce qui donne la première immunité à l'enfant, parce que 80% de notre immunité débute dans notre tube digestif, et donc c'est le contact avec notre flore intestinale qui prépare l'immunité du bébé. Puis ensuite, tout ce à quoi le bébé est exposé, vous savez qu'on a découvert qu'il y avait des virus dans l'environnement, mais à tout moment, on a 10 à la 31 virus qui nous entourent. C'est 10 avec 31 zéros. Donc, il y a toujours eu des virus et des bactéries autour de nous. Et donc, c'est lorsque l'enfant est exposé via sa respiration, via les gouttelettes, etc., aux virus, aux bactéries, lorsqu'on l'allaite, les canaux récepteurs dans notre sein vont percevoir ces virus et ces bactéries. On va fabriquer les anticorps pour le bébé et les transmettre dans l'allaitement. Et c'est ça qui va entraîner la compétence de l'immunité du bébé. Donc, c'est vraiment magique. Il y a qu'un appareil, tu sais, la petite gang de mondialistes qui pensent qu'ils vont tout contrôler dans la nature, puis qui vont remplacer notre immunité par une série d'injections, puis qui vont remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, puis qui veulent nous robotiser avec le transhumanisme. Ils ont des croûtes à manger en tabarnouche, parce que juste le processus d'allaitement est quelque chose de tellement perfectionné, c'est extraordinaire. Donc, quel privilège d'être une femme, quel privilège d'arriver à la fin de ces montagnes russes, de ces cycles hormonaux
pouvoir avoir la paix un peu, se lâcher les baskets avec le perfectionnisme. Là-dessus, gang, je vous souhaite un excellent mercredi. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire comment vous écoutez tout ça. Ça va bien. Je vous aime.